Bonjour, je suis Loïc Prudhomme, député de Gironde de la 3e circonscription et qui siège dans le groupe de la France Insoumise. Alors dimanche se terminait la semaine de la votation citoyenne pour la sortie du nucléaire organisée par la France Insoumise. Ça s'est passé comment, Loïc Prudhomme? Ça s'est très bien passé, c'est la plus grande consultation publique qui a été organisée par un mouvement politique depuis jamais en fait, c'est une première. Un énorme succès, 2000 points de vote organisés sur l'ensemble du territoire sur la semaine de votation du 11 au 18 mars, qui était une semaine symbolique puisqu'on était sur l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima qui avait eu lieu en 11 mars. Et alors, mais quand on voit les scores, c'est une victoire écrasante du oui pour la sortie en faveur de la sortie du nucléaire. Vous croyez que vous avez atteint des nouveaux électeurs, enfin des électeurs qui vous sont pas. En fait, l'enjeu était de remettre cette question sur la place publique et dans le débat public. Et donc l'énorme succès, c'est d'avoir eu 315 000 personnes qui se sont déplacées pour voter. C'est surtout beaucoup de gens qui ont pu profiter des réunions publiques, mais aussi des auditions, pour se former, s'informer sur ce que peut être une alternative aujourd'hui au tout nucléaire, qui est la mode et le principe de production énergétique en France. Mais alors justement, la France dénucléarisée, c'est une utopie, c'est une jolie utopie, ou c'est quelque chose qui peut être, c'est quelque chose de concret? C'est pas une utopie, c'est une nécessité absolue quand on voit le danger. On était justement cette semaine du 11 au 18 mars avec le Premier ministre japonais Naoto Kan, l'ancien Premier ministre, au moment de la catastrophe de Fukushima, et qui nous a expliqué comment le Japon a été obligé de dénucléariser en quelques jours. Et donc c'est pas une utopie, c'est tout à fait réaliste. Nous, on aimerait bien que ça ne se fasse pas dans l'urgence et sous le coup d'une catastrophe nucléaire majeure. Donc c'est l'objectif de cette votation, c'est de dire anticipons la grosse catastrophe, préparons la sortie du nucléaire. On a aujourd'hui tous les éléments en main pour pouvoir le faire d'une manière intelligente, fluide, avec de la sobriété énergétique, de l'efficacité des énergies alternatives, des moyens de production alternatifs. Donc c'est cela que l'on voulait promouvoir pendant cette campagne massive et nationale. Alors, la semaine dernière, Emmanuel Macron, justement, était en Inde, où il a réussi à vendre 6 EPR aux Indiens. D'après vous, on va dans le bon sens avec ce type de politique? Évidemment non. Alors, Macron se vante d'avoir vendu 6 EPR. Les Indiens ne disent pas la même chose, hein. Les Indiens disent Macron a essayé de nous vendre 6 EPR. Donc nous, on pense que c'est déjà une stupidité incroyable. On voit que le dernier EPR qu'on a vendu à la Finlande, il a des années de retard et ça vient de nous coûter 450 millions de pénalités de retard, et c'est nous qui allons les payer, ces 450 millions. Alors je vous laisse faire le calcul, hein, 6 fois 450 millions de pénalités de retard si jamais on les vendait à l'Inde, ça serait quand même une gabegie d'argent public sans précédent. Alors, on entend beaucoup parler, on a beaucoup entendu parler d'un concept qui était cher à Jean-Luc Mélenchon, qui était le concept d'éco-socialisme. Mais aujourd'hui, on n'en entend plus du tout parler dans la sphère de la France Insoumise. Pourquoi vous avez oublié le concept? C'est qu'on l'a tellement intégré qu'on ne le verbalise plus, mais c'est pas parce qu'il y avait socialisme dans le mot. Non, pas du tout. Nous sommes toujours éco-socialistes. Effectivement, on est pour une société du bien vivre qui va vers la transition énergétique, la promotion des énergies renouvelables, mais aussi le changement du modèle agricole, etc., etc. Donc changer le paradigme complet de cette société capitaliste qui est aujourd'hui en vigueur. Alors, une dernière question sur cette campagne, cette première campagne de la France Insoumise. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ces 4 grandes campagnes? Qu'est-ce qui, d'après vous, a motivé les Insoumis à voter pour ces 4 grandes campagnes que sont donc le nucléaire, l'université, la pauvreté et la fraude fiscale? Pourquoi, par exemple, il n'y a pas les migrants, qui apparaissent quand même aussi comme un autre grand sujet de société? Alors, je vous propose de poser la question aux 500 000 insoumis et insoumises. C'est les thèmes qui, au quotidien, sans doute, sont les plus prégnants pour les insoumis qui ont voté lors de la convention à l'automne dernier. Ah, pas les migrants. Pour ces 3 sujets, bien sûr que si, on est là-dessus, mais il y a bien une priorité à faire, et c'est les 3 thèmes qui sont arrivés en tête, le nucléaire, la lutte contre la pauvreté et l'évasion fiscale. On vient d'ailleurs d'annoncer le démarrage de cette grande campagne de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, en partenariat avec Podemos, donc France Insoumise et Podemos, puisque c'est une question qui dépasse largement le cadre national. C'est une question européenne, quand on voit comment la fameuse blacklist européenne est devenue en fait une page blanche, tellement ils ont rayé de nom et il n'y a plus de paradis fiscaux. Donc voilà, il est urgent de remettre cette question aussi de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale sur le devant de la scène, parce que c'est cet argent qui nous manque et dont on va avoir besoin pour faire justement la transition
écologique dont nous, on est les porteurs. Alors demain, nous sommes le 22 mars et c'est les 50 ans du mouvement du 22 mars justement qui a lancé mai 68. Alors est-ce que demain c'est le moment de recommencer tout mais d'y arriver cette fois? Nous, on l'appelle de nos voeux en tout cas, hein. On n'économise pas nos efforts. Vous y serez vous demain par exemple à la grande mobilisation syndicale? Alors moi je serai effectivement dans ma circonscription et donc sur le cortège de Bordelais pour soutenir les syndicats qui luttent effectivement pour que le bien commun leur soit rendu en fait. Aujourd'hui, on voit qu'on a un gouvernement qui fait une contre-révolution où il s'approprie les richesses et les biens communs. Donc demain, c'est aussi le coup d'envoi pour dire ça suffit. Maintenant, il faut que ce que l'on produit ensemble nous profite à tous. Alors là, vous soutenez les syndicats, mais ça n'a pas toujours été aussi clair au sein de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, notamment, avait porté au mois de novembre dernier un regard assez critique sur les syndicats, notamment dans le cadre de la mobilisation de la loi travail. Il est même allé jusqu'à proposer une remise en question de leur indépendance. Vous partagez cette position ? Alors, dire qu'on ne soutient plus les syndicats, c'est une contre-vérité. Nous sommes d'ailleurs un certain nombre issus du monde syndical et à la France Insoumise, dans le groupe parlementaire. Donc, bien sûr que l'on soutient l'action des syndicats. Ça n'empêche pas de faire un constat de ce qui avait été l'échec de la mobilisation de l'automne dernier, où effectivement les syndicats, se prévalant de leur indépendance, que l'on reconnaît tout à fait, ont refusé de s'engager plus fortement auprès de la sphère politique qui pourtant poursuivait les mêmes objectifs. Je crois que c'est ce que voulait dire Jean-Luc Mélenchon quand il s'est exprimé, mais bien sûr que le monde syndical est pour nous un maillon essentiel de la reconquête des biens communs. Il faut quand même une unité politico-syndicale, c'est important pour mener les luttes sociales qui sont les vôtres. Mais nous on dit en fait, toutes ces questions-là sont des questions politiques, alors qu'elles soient portées par les travailleurs par le biais de leurs syndicats ou par la sphère, on va dire, plus institutionnelle, politique. Il faut effectivement qu'on ait des convergences sur des objectifs et des actions. Il ne s'agit pas de reconstruire des fronts ou des agrégats de logos et d'organisations, mais vraiment sur des actions et des objectifs concrets, pouvoir retrouver une unité d'action. Alors on se souvient il n'y a pas si longtemps que la France Insoumise parlait de déferler à 1 million sur les Champs-Élysées. Est-ce que c'est toujours un objectif? C'était une proposition que nous avions faite, puisqu'il y avait cette formidable marche du 23 septembre 2017, où nous avions été plus de 150 000 dans les rues. Et à ce moment-là, la France Insoumise avait fait l'analyse que si les syndicats et l'ensemble de la population ne s'agrégeaient pas autour des revendications, et notamment sur un jour non travaillé, qui permet à un maximum de personnes de converger, ça serait bien difficile. Donc non, l'objectif est toujours le même. On fera d'ailleurs, ça a déjà été proposé, cette proposition de refaire une journée hors semaine pour que l'ensemble des gens qui sont vraiment ciblés et stigmatisés par cette politique gouvernementale puissent se retrouver sur une grande journée d'action. Alors hier, on apprenait que Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avait dissous assez brutalement les conseils centraux de l'université Toulouse 2. La raison, c'est que depuis 3 mois, il y a une grosse grève contre la réforme en cours dans cette université. L'université, c'est justement un des objets d'une des campagnes de la France Insoumise. Vous comptez vous mobiliser ? Bien sûr, bien sûr. Là, en fait, sur cet exemple du Mirail, c'est vraiment emblématique. On a un gouvernement qui est vraiment très en difficulté. La jeunesse est très informée, très au courant, très au fait de ce que c'est que la sélection. Et on a beau avoir des éléments de langage du gouvernement et cette espèce de novlangue qui nous dit que c'est de libérer les énergies, la sélection, c'est pas de la sélection, c'est juste donner des chances aux jeunes. Notre jeunesse n'est pas débile, ils ont bien compris quel était l'objectif. Et donc on soutient ces mobilisations et moi par contre je suis très inquiet sur la façon dont la violence s'invite maintenant dans les universités pour casser ces mouvements. Moi je suis de Gironde et il y a des jeunes qui occupent l'université de Bordeaux Victoire depuis 10 jours. Ils ont eu une première évacuation au tout début du mouvement par les CRS. Je m'étais mobilisé, j'avais été sur place pour m'assurer que la suite se passe d'une manière pacifique. Je pense qu'on ne peut pas traiter nos jeunes comme ça, on leur envoie des CRS. Ils ont des vraies revendications, des vraies inquiétudes légitimes. Donc il faut que le gouvernement entende ça et arrête ces pratiques violentes. Alors une dernière question, Loïc Prudhomme. Hier, je recevais Jean Radvani, géographe, spécialiste de la Russie, et il avait une question pour vous. Il voulait avoir votre avis, votre opinion sur la proposition d'Anne Hidalgo de rendre les transports gratuits, les transports publics gratuits. C'est une excellente idée, hein. Ça se fait déjà dans plusieurs villes. La dernière en date, c'est Niort, je crois, l'agglomération de Niort qui a mis en place la gratuité dans les transports.
nous qui sommes des militants pour la transition écologique et énergétique, nous pensons que les transports en commun sont le moyen de sortir notamment les voitures et des routes et des voitures qui fonctionnent avec de l'énergie fossile. Donc oui, la gratuité des transports, c'est une solution parce que ça permet d'augmenter la fréquentation, ça permet de désengorger les centres-villes, ça permet aussi aux gens de retrouver de la mobilité parce qu'il y a des gens en difficulté qui peuvent difficilement se déplacer. Les prix des transports sont parfois prohibitifs. Donc nous, on pense que c'est une mesure qui est en faveur des transports et qui, contrairement à ce qu'on le dit, n'engendre pas d'incivilité, d'irrespect par rapport au matériel. Au contraire, il y a des études qui avaient été faites sur Aubagne notamment, qui avaient des transports gratuits, où on montrait que, au contraire, les gens se réappropriaient cet équipement, ce moyen de transport, et respectaient autant, voire plus qu'avant, les bus et les tramways. Donc, si vous étiez conseiller de Paris, vous pourriez voter, par exemple, ce vœu au conseil municipal. Je ne l'aurais pas formulé comme ça, mais bien sûr que la gratuité fait partie d'une de nos propositions de campagne. Merci beaucoup, Loïc Prudhomme. Demain, donc, ce sera le jour de la grande mobilisation unitaire syndicale. Et nous recevrons pour l'occasion Bernard Thibault, qui est administrateur aujourd'hui de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, mais qui était surtout secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013. Vous avez une question pour lui ? J'aimerais savoir ce que pense M. Thibault de quelques positions que peut encore avoir la CGT, notamment sur le productivisme, et où il nous semble qu'il est temps maintenant que les syndicalistes aussi prennent le virage écologique. Et donc j'aimerais avoir sa position sur la transition écologique et énergétique notamment, et comment il la perçoit, il la voit pour l'avenir. Eh bien, nous lui transmettrons la question. Merci beaucoup. Merci à vous.